Il y a un truc que je vois revenir, discussion après discussion, que ce soit avec mes clients ou même avec des proches ou avec des auditeurs de La Vie c'est maintenant. Ce sont jamais les mêmes personnes, ce sont jamais les mêmes situations exactes, mais c'est toujours la même mécanique. Ces personnes-là, elles ont un point commun, elles ont de la difficulté à prendre du temps pour elles. Et dans ce mécanisme que je repère qui est là à chaque fois, il y a 3 pensées différentes et c'est celles qu'on va décortiquer aujourd'hui et pour lesquelles je vais te donner un levier à chaque fois. Vu que ça ressort quasi à chaque fois, je suis sûre que tu en as au moins une de ces 3-là. Bienvenue dans La Vie c'est maintenant, le podcast pour celles et ceux qui veulent retrouver un équilibre entre le pro, les proches, leurs envies et besoins personnels, sans pour autant s'oublier ni s'épuiser. Alors oui, je te l'accorde, le sujet du jour est assez proche du sujet de la semaine dernière qui était comment est-ce que je peux arriver à prendre du temps pour moi, mais je vais l'aborder sous un angle qui est complètement différent et notamment sous l'angle de ce mécanisme et de ces 3 pensées dont je viens d'évoquer l'idée. Et ces 3 pensées, elles ont un point commun. Je vais pas te donner tout de suite le point commun parce que tant que tu ne les vois pas chacune séparément, elles peuvent continuer de décider à ta place. Et parce qu'on va peut-être pouvoir jouer à un jeu aussi, c'est de voir si tu vas le trouver par toi-même ou pas. Donc aujourd'hui, on va prendre ces pensées une par une et pour chacune d'entre elles, je vais te donner un levier concret à tester dès que possible. Et comme d'hab, on va pas rester dans la théorie parce que en théorie, on est d'accord que tout fonctionne, mais l'objectif, c'est vraiment le passage à l'action, c'est vraiment de faire un vrai geste ou une vraie prise de conscience au minimum pour arriver justement à changer quelque chose et à pas seulement écouter ces épisodes, dire « Waouh, super, ils sont trop chouettes », mais à faire qu'ils ont un impact vraiment pour toi. Et ce qui est relou, pour ne pas dire ce qui est chiant avec ces 3 pensées, c'est que elles vont se déguiser. Elles vont jamais se présenter comme étant des pensées qui bloquent. Tu sais, quand on parle de ces croyances limitantes, c'est pas « Ah bah tiens, gros signal d'alarme, ça c'est une pensée qui est une croyance limitante ». Mais elles vont plutôt prendre un espèce de déguisement, un espèce d'habit de la prudence, comme si elles étaient simplement une pensée du bon sens ou de l'organisation. Du coup, ça va sembler super raisonnable d'écouter ces pensées-là, alors que c'est pas forcément bon pour ta santé émotionnelle et mentale sur le long terme. Et en plus, c'est des pensées qui vont super vite. En fait, elles vont tellement vite que t'as même pas le temps de la voir venir et t'as même pas le temps de la voir passer. T'es presque en train déjà d'agir en fonction de ce que cette pensée t'amène comme comportement avant même d'avoir eu le temps de te demander pourquoi t'avais eu cette pensée. Du coup, tu vas éventuellement repousser ce moment pour toi, voire même complètement l'annuler, complètement y renoncer. En tout cas, en quelques secondes, vraiment, même en quelques millièmes de seconde, il y a un vrai choix qui se fait alors qu'il n'est pas vraiment complètement conscient, juste parce que la pensée a amené une conséquence et que tu n'as pas eu le temps de vraiment la voir venir et tu n'as pas eu le temps de l'analyser pour savoir si c'est du vrai bon sens ou si c'est une protection qui pourrait peut-être sauter pour aujourd'hui en tout cas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même dire que si t'as jamais identifié ces pensées avant aujourd'hui, c'est juste normal en fait, parce qu'elles se déguisent, parce qu'elles vont hyper vite, parce qu'elles sont conçues pour passer inaperçues, pour être maquillées en bonnes excuses, pour être maquillées en bonnes décisions, et finalement on va croire que c'est ce qui est le plus raisonnable, le plus judicieux, le plus responsable. Mais dans l'objectif de cet épisode, ça va être de repérer ces 3 pensées et qui vont t'amener à prendre des décisions qui ne sont pas en faveur de ton temps libre. La première pensée, c'est la pensée de la dette. C'est une pensée du genre « Ah mais si je prends du temps pour moi, je vais devoir rattraper ça ensuite ». Et tu vas potentiellement avoir cette pensée-là avant de prendre du temps pour toi, si tu es en train de le planifier, ou au moment où tu le prends, ou peut-être même juste après l'avoir pris, finalement on s'en fout un peu. Mais en fait, ça va être comme si c'est ok pour toi de prendre ce temps, mais que tu te dis que de toute façon derrière tu vas devoir compenser. Comme s'il y avait forcément quelque chose à compenser. Alors on est d'accord,
forcément, si tu pars 3 semaines en vacances sans rien avoir anticipé, c'est sûr qu'au retour, il va falloir compenser 2-3 trucs pour rattraper les mails en retard, les projets qui n'ont pas avancé, etc. Mais si tu prends 1 heure ou une demi-journée ou même une journée en fait, et que ce temps-là, il te sert à te ressourcer, du coup, tu vas gagner en énergie émotionnelle et mentale, et finalement, ce temps qui est soi-disant perdu, il ne l'est pas, puisque ton cerveau, après s'être ressourcé, il va être plus efficace au retour. Et même si c'est pas en lien avec ton travail, mais que c'est en lien avec ta famille, avec la logistique, avec la maison, c'est exactement pareil en fait. Même si tu pars et que tu peux manquer à tes enfants si tu ne vois pas pendant 24 heures, mettons, bah ce temps-là, il est forcément bénéfique pour eux aussi, puisqu'ils vont vivre de leur côté des choses qu'ils n'auraient peut-être pas vécues si tu n'étais pas parti prendre du temps pour toi. Et désolée de te le dire, en fait, t'es pas si indispensable que ça, parce que oui, bien sûr, même si t'es la figure d'attachement référente, ce qu'ils vont vivre sans toi et avec d'autres personnes, en fait, c'est toujours une expérience de vie qui est intéressante à prendre. Et en plus de ça, plus tu vas montrer l'exemple que oui, c'est nécessaire de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle en prenant du temps pour soi, en faisant ce qui nous fait plaisir et pas que ce que l'on doit faire, ça t'évitera de payer quelques séances de psy à tes enfants plus tard, quoi. Donc ça, c'est la pensée d'être. Le fait de se dire que systématiquement, si je prends le moindre temps pour moi, je vais devoir rattraper ça. Je te disais que bah oui, peut-être que si c'est pas organisé et que si tu pars vraiment longtemps, ça va peut-être devoir se compenser, mais il n'y a pas forcément un prix à payer, surtout si c'est l'histoire de quelques heures simplement. La deuxième pensée, c'est celle de la catastrophe anticipée. Ça va être une pensée du genre « Ah ouais, ok, je laisse mes enfants toute une soirée, mais si quelque chose arrive pendant que je suis partie. » Ou « Ok, je place ce créneau-là pour moi plutôt que de travailler, mais derrière, si j'ai un imprévu, ça va trop me retarder. » Cette pensée, généralement, on va la repérer avant de partir ou juste au moment où on décide de prendre ce temps pour soi. On va même parfois la repérer sous forme d'un scénario qui est ultra précis, qui va te traverser l'esprit. C'est vraiment la pensée catastrophe anticipée qui va vraiment te pousser à être plus raisonnable. Sauf que la catastrophe que tu imagines, la plupart du temps, elle n'arrive pas. J'ai même envie de dire qu'elle n'arrivera jamais, mais bon, on va prendre 2-3 pincettes quand même, mais dans 99% des cas, cette catastrophe-là, tu es en train de l'imaginer, mais la probabilité qu'elle arrive, elle est vraiment ultra faible. Et même s'il devait y avoir un truc qui arrive vraiment, un imprévu, un pépin, au moment où tu as pris du temps pour toi, être privé de ce temps pour toi n'aurait probablement juste rien changé. Tu vas pas pouvoir plus empêcher un enfant de se cogner, de se faire mal si tu es à 3 mètres, plus que si tu es à 3 ou 300 km même. Et pour le boulot, c'est exactement pareil. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent dans cette pensée-là, c'est que le scénario catastrophe, en fait, tu l'imagines, mais c'est le fait de dire non à ce temps pour toi qui fait que tu le vis déjà avant même que celui que tu imagines ait une chance d'arriver. Je sais pas si tu arrives à me suivre, mais en gros, en repoussant, en refusant ce temps pour toi, tu es en train de te tendre, tu es en train de te frustrer, tu es en train peut-être de rajouter un peu de stress, de te gâcher un moment en tout cas, de ne pas te ressourcer, ça c'est sûr. Et ça finalement, ce que ça apporte, c'est que ça t'empêche d'être bien pour toi, pour tes proches, pour ton job, pour un truc qui, la plupart du temps, ne se produira jamais. Donc en fait, pour éviter un scénario catastrophe hypothétique, tu es vraiment en train de créer un scénario qui est peut-être pas catastrophe, mais en tout cas qui est pas forcément sain, de manière sûre et certaine à 100%. Donc le vrai risque, il est pas tant dans ce qui pourrait arriver pendant ton absence, il est justement dans le fait que tu vas payer le prix de cette catastrophe imaginaire à 100% alors qu'elle n'arrivera peut-être jamais. Et enfin, la dernière pensée dont j'ai envie de parler dans cet épisode, c'est la pensée de preuve. Tu vois, c'est le genre de pensée de « Ah, mais tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir partir, j'avais raison de ne pas prendre de temps pour moi, j'avais raison de vouloir rester, etc. parce qu'il s'est passé ci ou ça. » Du coup, c'est un peu
la suite du scénario catastrophe, là, mais après coup. Tu vas la repérer quand un imprévu survient pendant ton absence et que t'as pas pu gérer. Que ce soit ton enfant qui se fait mal parce qu'il s'est cogné, ou le bordel dans la maison, ou je ne sais quoi d'autre, ou un dossier qui a pris du retard, ou une deadline qui s'est déplacée, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, puisqu'il s'est passé quelque chose pendant ton absence qui vient te contrarier, tu vas automatiquement l'interpréter comme étant la conséquence du fait d'être parti. Je dis tu, mais en fait, c'est un mécanisme que chaque être humain a. Je suis pas en train de t'accuser que c'est pas bien, il faut pas faire ça. Je dis juste que c'est un automatisme. On va considérer que c'est une conséquence du fait à avoir pris du temps pour soi. Alors qu'il n'y a rien du tout qui prouve que ce ne serait pas arrivé de toute façon. Et en plus, il n'y a rien qui prouve non plus que tu aurais pu changer quelque chose si tu n'étais pas parti. En fait, ça s'appelle un biais de confirmation rétroactive. C'est la preuve d'après coup qui vient renforcer le sentiment que tu pouvais avoir avant ou pendant que tu étais en train de faire quelque chose qui te ressourçait. Donc on a ces trois pensées-là, la pensée de dette, la pensée de la catastrophe anticipée et puis ce biais cognitif-là, le biais de confirmation rétroactif. Et en fait, tu remarqueras que ces trois pensées, elles amènent toutes vers un même sentiment qui est la culpabilité. Et peut-être que c'est pas la culpabilité comme tu l'imaginais, c'est peut-être pas la culpabilité de je travaille pas assez ou je suis un mauvais parent, tu vois, le vrai truc où on se sent super coupable, mais c'est une culpabilité qui est plus sournoise, qui est un peu logée dans des pensées qui se font passer pour du bon sens et qu'on a du mal à repérer. Et finalement, c'est la pire des culpabilités, quoi, parce que on n'arrive pas forcément à mettre un mot que c'est de ça qu'il s'agit, et comme on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience, on ne peut pas changer son rapport et son regard à la culpabilité si on n'a pas conscience que c'est de la culpabilité. Mais du coup, c'est pas grave, puisque maintenant, on a vu que ces trois pensées-là, elles étaient en lien avec la culpabilité. Je te renvoie aussi vers 2 ou même peut-être 3 épisodes en lien avec le sujet. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et du coup, je disais que c'était pas très grave, puisque maintenant, on va voir les leviers qu'on peut utiliser face à ces pensées pour pas qu'elles nous empêchent de prendre du temps pour nous. Et du coup, on va commencer par la pensée de dette, celle qui, du coup, nous fait croire que l'on doit mériter quelque chose ou encore qu'il va falloir compenser par la suite. Et là, on va aller casser le mérite à la racine, en fait. Tu peux venir ancrer une phrase une fois pour toutes, genre une phrase ancrage du type « J'ai pas besoin de mériter mon repos, ma liberté, mon plaisir » et j'ai même envie de dire « Mon repos, ma liberté, mon plaisir conditionne mes bonnes relations avec ma famille, conditionne mon travail efficace et compétent, conditionne mon bien-être, ma santé physique, émotionnelle et mentale. » Je vais peut-être un petit peu loin pour une phrase ancrage, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Alors moi, ce que je trouve hyper efficace, c'est de venir transformer cette pensée-là qui peut arriver, ou même cette croyance sur le mérite ou tout autre type de croyance qui y ressemble, avec le processus Psyché que j'utilise au cabinet et que j'utilise quand même très régulièrement sur moi aussi, parce qu'au moins, en fait, avec Psyché, l'avantage, c'est qu'on va se pencher dessus une fois pour toutes et après, on n'en parle plus. Sauf que là, on est sur un podcast, on n'est pas en séance individuelle et qu'il y a des choses que je peux te transmettre et il y a des choses que je ne peux pas te transmettre. Et du coup, je vais pas pour autant te laisser sans rien d'autre. Même si moi, je trouve que c'est bien plus efficace avec Psyché. Je te donne le levier que je trouve être utile ici. C'est vraiment d'ancrer cette phrase. Alors, je te dis pas de la répéter en boucle, parce que si tu me connais, tu sais que les mantras et ce genre de trucs, c'est vraiment pas mon truc. Mais l'idée, c'est de réaliser que la dette, sur ce coup-là, en lien avec le fait de prendre du temps pour toi, elle n'existe que parce que tu as accepté l'idée à un moment donné qu'il fallait la payer. Et une fois que ce postulat tombe, il n'y a plus rien à compenser, donc il n'y a plus rien à calculer. En pratique, ce que tu peux faire, c'est la prochaine fois qu'il y a une pensée de compensation qui arrive, de je dois mériter ou je vais devoir payer le prix un peu trop cher, etc. Tu peux reconnaître que tiens, ça c'est une pensée de dette. Et puis, tu ne l'écoutes pas en fait. C'est le seul vrai conseil, c'est de ne pas l'écouter, de continuer à faire ce que tu avais prévu de faire, donc de vraiment pas être en train de combattre cette pensée, mais juste de la noter,
de la démasquer et pas pour autant t'arrêter à ça et abandonner ce temps que tu allais prendre pour toi. En fait, une pensée qui va être démasquée comme ça, elle va perdre son pouvoir beaucoup plus vite qu'une pensée qu'on va essayer de raisonner. Donc l'idée, c'est pas de dire « Ah mais non, c'est bon, regarde, c'est qu'une heure pour moi, j'ai pas besoin d'aller compenser derrière, et puis les enfants, et puis machin, et puis truc, et puis bidule. » C'est juste « Ok, j'ai entendu, là, il y a une pensée de dette, mais je vais quand même continuer. » Et puis point barre, tu passes à autre chose en fait. L'idée, c'est vraiment de pas se focaliser là-dessus. Et si plus tard, dans les quelques minutes qui viennent, ou quelques jours plus tard, il y a une autre pensée de dette qui vient comme ça, tu recommences. Et tu verras que petit à petit, à chaque fois que tu recommences, ton cerveau, il va se lasser de te sortir des pensées sur lesquelles tu n'accroches pas du tout, et finalement, il n'y aura plus ces pensées-là. Ensuite, la deuxième pensée, c'était contre la catastrophe anticipée. Et ici, c'est un geste d'ancrage que je vais te proposer. Ce geste d'ancrage, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise en préparation mentale, en visualisation. On va utiliser ce geste comme un signal en associant un état d'être à un geste. Dans ta situation, ça va peut-être pas être forcément d'associer ce geste à un état d'être, parce que ça nécessiterait de s'entraîner, de faire des visualisations, de se mettre dans un état d'être particulier, etc. Mais dans cette situation-là, ce que je te propose, c'est plus de le voir comme un petit coup aux fesses pour partir quand même en toute confiance. Par exemple, ça peut être avant de partir, à chaque fois je dis partir, mais ça peut être avant de t'installer à ta table de tricot, ou ça peut être avant de faire je ne sais quoi, mais avant de commencer ce temps pour toi, peu importe ce que c'est de faire un geste physique qui est toujours le même en fait. C'est toujours le même geste que tu fais toujours au même moment avant ce temps pour toi. Par exemple, ça peut être, si tu dois sortir, de poser la main sur la poignée de la porte, de respirer une grande fois et de partir. Ça peut être de dire quelque chose si tu en ressens le besoin. Ça peut être par rapport au boulot de fermer l'ordi, de le ranger à un endroit spécifique et de tourner le dos. Ou encore, ça peut être de serrer le poing ou je sais pas, n'importe quoi qui te parlera. Par exemple, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le fait de fermer le poing pendant 2-3 secondes en respirant longuement. Et ça, je vais surtout m'en servir sur les départs des triathlons pour ancrer le fait de rester détendu. Parce que oui, sur les départs, je suis au taquet émotionnellement, je suis flippée et je suis en état de stress, même si je fais ça pour le plaisir. Mais du coup, j'ai vraiment cet ancrage. Et à partir du moment où je serre le poing et que je respire, il y a tout qui redescend en fait. Et du coup, c'est un geste qui devient le signal de « Ok, je me détends, j'y vais, point ». Et toi, ça peut devenir le geste de « Ok, tout va bien se passer, je pars, point ». Et en fait, ce geste-là, il va marcher parce qu'il court-circuite le mental. En fait, c'est comme si le corps, il agissait avant que ta tête, elle ait le temps de dérouler le scénario catastrophe, en fait. Et comme je te disais, le plus facile pour ancrer ce geste et qu'il soit vraiment efficace et qu'il fasse vraiment sauter le ressenti ou le pensée de culpabilité ou n'importe quoi, c'est de travailler en visualisation dans un état de relaxation. Ça va vraiment conditionner le mental au fait que quand tu fais ça, tout va bien et c'est super, quoi. Et enfin, le dernier levier que je voulais aborder aujourd'hui, c'est pour la pensée de preuve, là, ce biais cognitif d'après-coup. C'est de retourner la charge de la preuve. En fait, t'as pris du temps pour toi, tu reviens, et puis en fait, c'est le bordel, il y a un imprévu, c'est pas cool, il y a quelque chose à gérer qui se rajoute à ton quotidien, en fait. Et face à ça, tu peux te poser une seule question, et l'idéal, c'est de se poser cette question-là le plus rapidement possible avant que la culpabilité, voire même avant que le drama s'installe. Mais au plus tôt tu y penseras, au mieux c'est, même si c'est le lendemain. C'est juste, est-ce que ça serait arrivé même si j'avais été présente, même si j'avais pas pris ce temps pour moi? Et l'idée, c'est pas de chercher spécialement la super méga réponse, c'est pas d'être dans ton cerveau pour trouver la super réponse. C'est simplement le fait de se poser la question parce que ça va casser le réflexe de causalité automatique là. Le fait de automatiquement se dire « Ah c'est parce que j'ai fait ça qu'il s'est passé ça ». Et donc le fait de se poser la question, ça casse ce réflexe et finalement en quelques secondes, en fractions de secondes, le cerveau, il va finalement admettre que non, ça aurait rien changé, ça aurait peut-être juste fait que tu te sens moins coupable à cet instant-là, mais ça aurait pas changé les faits et du coup,
ça lui montre qu'un dégât ne prouve rien sur la décision que tu as prise. Et ça casse le lien entre la décision que tu as prise et le fait qui s'est passé. Et ça te permet de déculpabiliser pour les fois d'après. Donc là, je t'ai donné un levier pour chacune de ces pensées. Je t'ai donné des exemples de pensées, mais l'idée, c'est de comprendre l'état d'esprit général. C'est peut-être pas forcément exactement ces pensées-là que tu auras toi, mais c'est comme une espèce de grande famille de types de pensées, tu vois. Et il faut quand même que je te prévienne que ces types de pensées-là, elles vont pas disparaître d'un seul coup après avoir écouté cet épisode. Je t'ai donné 2 outils, moi, que j'utilise au cabinet et qui font que ça part assez rapidement, mais c'est pas quelque chose que je peux faire via un podcast. Donc, je t'ai donné tout ce que je pouvais faire via une ressource facile et écoutable. Mais l'idée, c'est vraiment que à chaque fois que tu démasques une de ces pensées, elle va perdre un petit peu de terrain et à la prochaine fois, si elle revient, elle va juste aboyer un petit peu moins fort. Elle va être moins impactante. Voilà pour l'épisode du jour. Si ce contenu t'a plu et que c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à La vie c'est maintenant, ça te permet de ne rater aucun épisode et puis tu peux aussi mettre des petites étoiles sur ta plateforme d'écoute et c'est vraiment ce qui va aider le podcast à se faire connaître et puis du coup c'est ce qui m'incite vraiment à continuer à me dire que je ne fais pas ça pour rien. Et puis j'ai aussi un truc à te proposer, c'est si tu connais quelqu'un qui se fait toujours passer en dernier, que ce soit un pote, un collègue ou un proche vraiment, tu peux lui partager cet épisode parce que parfois ça aide d'entendre que ce mécanisme-là, il a comme un nom et qu'il n'est pas juste dans sa tête et qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça aussi. Et puis, bien évidemment, si tu as envie de creuser comment moi je fais pour transformer ce genre de pensée, ce genre de comportement, ce genre de croyance une fois pour toutes avec le psyché, j'en parle un peu plus dans l'épisode 3 de cette saison. Je te mets aussi le lien dans la description. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine où on va commencer à regarder comment garder la forme avec tout ce que j'ai à faire et à porter. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt.